Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing. Chers amis, bienvenue. Nous sommes le mardi 6 février 2024. Bitcoin, dois-je m'inquiéter du report du pivot de la Fed? Effectivement, l'archi-résilience de l'économie américaine a complètement douché les espoirs de voir la Fed baisser pour la première fois depuis le début de la campagne de resserrement monétaire en janvier 2022 son taux directeur le 20 mars prochain. Vous savez qu'en l'espace de 10 jours, avec tous les bons chiffres qu'a produit l'économie américaine. Alors c'est assez paradoxal d'ailleurs, parce que l'économie américaine produit des bons chiffres. D'ailleurs, il n'y a pas que l'économie américaine, les stars de la tech US aussi. Les Amazon, les Facebook et compagnie qui rejoignent le parcours boursier d'NVIDIA. Mais voilà, si vous retraitez le marché action américain de ces stars de la tech, il n'est pas si élevé que ça. Il y a une forte divergence. Alors c'est le sujet qui va nous occuper. Je trouve que moi, globalement, Bitcoin a bien résisté au rebond récent des taux obligataires du fait de ce report du pivot de la Fed. Alors, je parlais d'un paradoxe. Quel est-il ce paradoxe? Eh bien, de bons chiffres de l'économie américaine, c'est bon ça, le cadre macroéconomique prospectif, positif. Alors que l'Europe est très loin d'avoir la même vigueur et la même résilience que l'économie américaine. Le souci, c'est que dans un petit coin de la tête de la Fed, on peut se dire que, oulala, typiquement, le rapport NFP publié vendredi dernier, les chiffres du marché du travail, la réaccélération de la croissance des salaires aux États-Unis, oui, c'est bien pour la consommation des ménages, c'est bien pour les actifs risqués, c'est bien pour la tendance du marché action, même si celui-ci est complètement suracheté, ce qui sera une partie de la vidéo, une partie d'un sujet de la vidéo. Mais voilà, le risque, c'est que cela soit inflationniste. Donc Bitcoin, ce report du pivot de la Fed, est-il un danger ? Oui, si à terme, cela relance l'inflation, et là, forcément, ce sera compliqué. Ça, c'est le contexte monétaire traditionnel qui se durcit donc un petit peu, mais à la marge, ça va très vite, vous savez, avec les chiffres macroéconomiques. Et en même temps, on peut se dire, nous pouvons nous dire, pardon, que le contexte monétaire de l'écosystème, lui, eh bien, c'est le halving qui approche. Donc, ce sont deux forces contraires qui vont s'affronter. Bon, sauf si, bien sûr, il n'y a aucune alerte du côté de l'inflation. Alors, n'oubliez pas, chers amis, je vous montre. Dans 2 semaines, je migre de Cryptost normal à Cryptost Research. Donc vous voyez, Cryptost Research, c'est le même mot. Vous avez en haut à droite le bouton pour cliquer directement sur le lien Cryptost Research. Comme ça, vous pouvez vous abonner, ce qui vous permettra de continuer à me suivre complètement gratuitement chaque mardi à l'heure du déjeuner. Et vous avez aussi le lien de la chaîne Cryptost Research. Ça doit être la première ou la deuxième ligne de la description. Comme ça, vous avez simplement à cliquer dessus et à cliquer sur le bouton m'abonner et il n'y aura pas de stress. C'est comme ça, tout le monde bascule de cette chaîne à cette chaîne. Enfin, vous restez ici, bien sûr, mais vous pouvez aussi me rejoindre ici pour continuer à passer un moment ensemble à partir de 2 semaines. Ok, donc l'économie américaine ne lâche rien, chers amis. L'économie américaine ne lâche rien. Le pivot de la Fed s'éloigne, c'est ce qui occupe le marché boursier, c'est ce qui occupe la finance traditionnelle. Alors, première illustration, c'est assez radical. Si vous vous souvenez, je vous avais montré ce tableau la semaine dernière. Et la Fed a dévoilé une décision de politique monétaire la semaine dernière. Et il y avait une probabilité implicite de voir la Réserve fédérale pivoter, voilà, on va parler simplement, c'est-à-dire donc interrompre, alors elle l'a déjà interrompre son cycle de hausse des taux d'intérêt, qui a vu le taux directeur de la Fed passer de 0 en janvier 2022 à 5,5 en novembre dernier, c'est pas rien. Le pivot, ça consiste non seulement à plafonner et à engager une tendance baissière. Le marché, il y a une semaine, envisageait à plus de 60% que ce pivot ait lieu le 20 mars, mercredi 20 mars. Désormais, comme vous pouvez le constater sur ce tableau, la probabilité est tombée à un petit 16%. Pourquoi ? Parce que l'économie américaine ne lâche absolument rien. L'économie américaine ne lâche absolument rien dans plus ou moins tous les domaines. Alors, tout d'abord, la première observation, c'est qu'en 2023, l'économie américaine n'a rien lâché. Là, c'est assez surprenant parce que nous savons par exemple que l'Allemagne est en récession macroéconomique, la zone euro y a échappé de peu, alors que l'économie américaine, malgré le durcissement des conditions monétaires, est parvenue à réaccélérer. Là, vous avez la croissance du PIB américain, PIB trimestriel en rythme annuel,
et le T3 et le T4 ont déjà réservé de bonnes surprises en réaccélérant. Ça, c'était la première chose. Et beaucoup se disaient, peut-être à juste titre, qu'il faut toujours du temps pour que les nouveaux taux d'intérêt se diffusent à l'économie. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'agents économiques tournent encore sur les anciennes lignes de crédit. Donc, et beaucoup de ces crédits sont à taux fixe. Alors, la remontée des taux du marché, ils sont contrecarres. Mais arrive un moment où les entreprises, les consommateurs, dont la plupart fonctionnent à crédit, bon, surtout les entreprises, mais aussi le crédit à la consommation, ne parlons pas du crédit à l'immobilier. Le crédit arrive à maturité. Repartir sur une nouvelle ligne de crédit, aux nouvelles conditions de financement, là, ça ne passe pas forcément. Déjà, l'octroi n'a peut-être même pas lieu. Et quand bien même il ait lieu, imaginons, la charge d'intérêt est beaucoup plus importante. Donc voilà, augmentation des coûts, baisse des bénéfices, enfin voilà, vous comprenez. Et donc, c'était beaucoup de modèles de probabilité envoyés au gouffre l'économie américaine l'année dernière. Elle a résisté. Alors, il s'avère qu'une des explications majeures, c'est que beaucoup de ces agents économiques fonctionnent encore sur les anciennes lignes de crédit. Mais 2024 est une année dite de maturité, c'est-à-dire que la plupart de ces crédits arrivent à maturité, arrivent à échéance. Et là, il va falloir les renouveler. Et forcément, les renouveler aux conditions de taux actuels de la politique monétaire de la Fed, c'est compliqué. D'où la relative urgence de commencer à baisser ces taux. Mais pas trop vite pour ne pas relancer l'inflation. Et c'est là où il y a un paradoxe, c'est que cette résilience de l'économie américaine, donc ça c'était les chiffres du T3, mais regardez quelques éléments de début d'année. Ça, vous avez ici le rapport NFP qui a été publié aux États-Unis vendredi dernier. Cette capacité de l'économie américaine à créer énormément d'emplois chaque mois, a même réaccéléré en début d'année, à la surprise de tout le monde. Vous avez aussi les indicateurs avancés, les forward-looking indicators, qui sont ces indicateurs très respectés par la haute finance comme étant des indicateurs qui permettent de se projeter sur le cycle macroéconomique. Avec, alors, comment est-ce que l'on lit un PMI au-dessus de 50, c'est l'expansion, en dessous, c'est la contraction. Une réaccélération ici, de la même façon, en début d'année. Je peux aussi vous montrer celui qui est le plus suivi par la haute finance américaine, qui a été mis à jour lundi, donc hier, pour ceux qui regardent la vidéo mardi. Eh bien, pareil, et c'est d'ailleurs ce qui a expliqué hier un rebond, la poursuite du rebond du dollar US, des taux d'intérêt du marché. Je vais traiter le sujet du rebond du dollar américain. Est-ce un vrai souci ? Bon, là aussi, une réaccélération, et alors que toute l'année dernière, le marché n'est pas passé loin de rebasculer en récession, comme ici, à l'époque, fut la récession de la crise sanitaire. Donc il y a cette capacité américaine, de l'économie américaine, de se reprendre. Regardez même un indicateur intéressant qui est l'indicateur de confiance des promoteurs immobiliers. Même ce secteur qui a été douché par la remontée des taux d'intérêt recommence à prendre légèrement espoir en se projetant là aussi sur les baisses de taux d'intérêt de cette année. Un autre indicateur, et puis j'arrête de vous bassiner avec tous ces indicateurs macro de l'économie américaine, mais c'est quand même pour vous montrer que c'est pas rien. Vous avez ici le baromètre ultime de la consommation des ménages aux États-Unis. Oui, c'est promis, on va bientôt parler crypto, c'est prévu. C'est le baromètre ultime, le taux de croissance en rythme annuel des ventes au détail. Vous avez par exemple, la ligne de zéro est ici. Voilà ce qu'est une récession, celle de la crise financière, celle de la crise sanitaire. Et voilà la pente qui était la pente des derniers mois. Et tout le monde envisageait qu'avec les taux d'intérêt, ça passe sous zéro. Eh bien non, shit. La courbe nous a mis un petit rebond sur support. Et on peut faire l'analyse technique sur les indicateurs macro. Bon, donc c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Alors, provisoire ou pas, dans tous les cas, l'économie américaine reste résiliente. Et ce que je vous montre ici, c'est là où en fait la finance traditionnelle s'inquiète, c'est que l'économie américaine reste solide, ce qui empêche pour le moment la Fed de pivoter trop rapidement. Et quant à l'inflation, elle continue de baisser. Ça, c'est une bonne nouvelle. La chose, c'est quoi ? C'est que la Fed ne touche pas à son taux directeur pour le moment, alors que l'inflation continue de baisser. Et c'est donc le taux réel de la Fed qui remonte. Les taux d'intérêt réels étant les taux d'intérêt nominaux moins l'inflation. Et là, vous avez une courbe du taux d'intérêt réel de la Réserve fédérale qui n'a jamais été aussi restrictif que depuis X années, et voilà qui crée un contexte monétaire de la finance traditionnelle contraignant, alors que le contexte monétaire propre à Bitcoin, lui, dans quelques mois, va connaître son fameux halving et sur lequel beaucoup d'espoir repose. Donc au final, cette résilience de l'économie américaine qui reporte, car ce n'est qu'un report temporel, le pivot de la Fed dans le temps, est-ce une inquiétude ? La réponse est non.
tant que cette résilience de l'économie américaine n'est pas inflationniste. Pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est pas le cas. Je vois beaucoup d'articles passés qui se demandent d'où sort ce miracle de cette économie américaine en réaccélération et en désinflation. Bon, certains disent que les chiffres sont pipés. Oh, mais ça, c'est un autre sujet. Voilà, donc ça, c'est le contexte un peu du moment. Et donc forcément, je vous parlais la semaine dernière des taux d'intérêt du marché dont Bitcoin a absolument besoin de voir des cassures baissières pour réaccélérer. Et les supports ont tenu. J'insiste notamment ici. Alors, pour moi, ce n'est qu'une phase de rebond technique, de retracement de cette jambe de baisse de fin d'année avant de repartir à la baisse. Mais simplement, il faut lui laisser le temps de se développer. Et vous avez la même lecture, par exemple, sur le taux obligataire américain à 2 ans. Les enseignements du système Ishimoku sur cet horizon de temps sont particulièrement pertinents. On voit parfaitement les cycles de taux d'intérêt bien définis, bien cadrés, bien captés, bien accompagnés, bien guidés, bien je ne sais pas quoi d'autre comme synonyme, bien guidés par le nuage. Et regardez ça un peu, je vous dis pas de conneries, hein, je ne vous dis pas que des bêtises. On a fait une touchette et ça a tenu. Donc on s'est mis en neutralité. Après, mon scénario, moi, c'est qu'on a fait une jambe de baisse. Là, on fait un truc comme ça et ça recassera plus tard. Bon, ça, c'est mon scénario. Bon, voilà donc ce qui aurait pu d'ailleurs faire décrocher Bitcoin, mais il a pas décroché. Alors ça, c'est le contexte monétaire traditionnel. Maintenant, effectivement, cela s'oppose au contexte monétaire propre à BTC qui, lui, par contre, représente une perspective de hausse des prix. Alors, me direz-vous, mais pourquoi alors le marché est toujours en phase de consolidation comme il l'est depuis le début de l'année? Il y a un certain nombre de raisons à ça, dont j'ai déjà beaucoup parlé, mais sur le plan technique, on n'a pas dépassé de résistance. Eh bien, ce n'est pas non plus vraiment une surprise. Le stock to flow model, je sais que je vous le montre tout le temps, mais regardez bien, vous avez un code couleur qui est assez clair. Et lorsqu'on nous sommes dans le violet, c'est que nous sommes à quelques semaines du halving. Et systématiquement, cette période de violet, rien à voir avec la couleur, c'est simplement une indication temporelle. Systématiquement, lorsque nous étions à 2 mois du halving, et peu importe le contexte monétaire de la finance traditionnelle, regardez bien, eh bien, systématiquement, le marché s'était mis en petite pause. Là, c'était même la baisse du Covid. Donc, c'est pas non plus surprenant, sachant que les attentes sont vraiment à partir du mois de mai, en termes de réaccélération. Et c'est là où se fera vraiment le vrai test. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est de se dire que le pivot de la Fed, en termes de probabilité, désormais à 55% aurait lieu le 1er mai. Et ça correspond plus ou moins, même si on n'a pas le jour exact pour le moment, au halving du BTC. Bon, le marché action, alors la tendance est haussière, ok. Alors moi je dis attention à la survaluation, attention à la cherté en termes de valorisation boursière des actions américaines. Mais encore une fois, le marché action américain est très cher d'un point de vue parce qu'il fait des nouveaux records historiques. Le Nasdaq 100, le Dow, le S&P 500. En fait, ces nouveaux records historiques, c'est uniquement grâce aux stars de la tech. C'est l'énorme gap haussier qui a ouvert Amazon, c'est l'énorme gap haussier qui a ouvert Facebook. Rejoignons à l'époque le parcours de Nvidia. Mais vous retirez ces stars de la tech, bon Tesla c'est pas pareil, et puis Google a pris sa petite claque après avoir rejoint les records historiques, mais vous les retirez du S&P 500, le marché ne fait pas du tout de nouveaux records historiques, mais dans tous les cas, il est archi cher. Il est clairement archi cher. Je vous montre une première chose. D'abord, vous avez ici le S&P 500. Alors on est d'accord, voilà, le contrat futur S&P 500 fait un nouveau record historique. Là, c'était avant la guerre en Ukraine, etc. Bon, voilà, impeccable. Alors, en grande partie, hein, c'est le gap haussier qui a ouvert Amazon la semaine dernière. C'est l'énorme gap qui a ouvert Meta. Et d'ailleurs, ça rappelle le gap qui avait ouvert ici Nvidia. C'est un gap, c'était pas n'importe quel gap. Ce gap ici d'Nvidia à l'époque en mai, ça avait quand même permis de faire sauter ici les records historiques. Et donc, voilà, on se prend à rêver que par exemple, Meta, c'est Facebook, quoi. Bon, c'est incroyable, mais c'est comme ça vaut ce que ça vaut. Donc, en fait, vous retirez ça du S&P 500, il se passe que dalle. Vous en voulez la preuve? Bien, laissez-moi vous montrer le Russell 2000. Les 2000 plus importantes capitalisations boursières américaines, les small et mid cap, que dalle. On est dans le haut d'un range assez bas. Bon, prenez maintenant le S&P 500 équipondéré, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est? Ce truc, c'est quoi?
Dans le S&P 500 classique, le poids de chaque action, c'est la capitalisation boursière. Et les stars de la tech, en plus, maintenant, comme elles ont des capis entre 2500 et 3000 milliards de dollars, ce qui est carrément le PIB de la France, plus elles montent, plus elles ont de poids dans l'indice, plus elles créent de la distorsion. Ça, c'est le S&P 500 faké par les Magnificent Seven. Vous retirez les Magnificent Seven, enfin, vous les retirez pas, mais vous leur donnez le même poids que les actions classiques. Les records historiques sont là, on n'y est pas encore. Oui, c'est bullish depuis octobre dernier, mais regardez la différence. Là, on a fait un nouveau record historique. Là, on est au mieux dans un trading range, au pire, en train de préparer un double top. Donc, ça, c'est une première observation. D'autre part, jamais le marché action américain n'a été aussi cher. Il existe beaucoup de façons de valoriser le marché action américain. Laissez-moi vous montrer ce qu'en pense Monsieur Warren Buffett. Monsieur Buffett. Alors, Monsieur Buffett, il a une façon intéressante de jauger le marché. Buffett, il nous dit la chose suivante, il compare la capitalisation boursière totale au PIB, Total Market Cap over GDP pour PIB, Gross Domestic Product. Ok, au moment où je vous parle, la Total Market Cap représente 178% du PIB. Et selon la grille de lecture de M. Warren Buffett, lorsque le marché action représente plus de 151% du PIB, il est en bulle spéculative. Donc ça, c'est une première lecture. Après, il y a d'autres ratios de valorisation. Je vous montre par exemple la valo des stars de la tech. Ici, vous avez le secteur de la tech aux États-Unis. Regardez donc la courbe bleue, le price earning de Shiller, qui est le prix des stars de la tech en bourse, rapporté aux bénéfices, à la moyenne des bénéfices des 10 dernières années. Le marché a presque rejoint ses records de ce qu'était la bulle de 2021, qui était la bulle des taux d'intérêt zéro. Les stars de la tech se payent quand même 50 fois, elles ont un PE de Shiller ou un cap ratio, on dit de 50. Le S&P 500, il a un cap ratio autour des 30. Donc, voilà, il y a quelque chose qui nous dit quand même que le marché action américain est extrêmement cher. Ça invite à la prudence, mais encore une fois, en fait, ce sont que les stars de la tech qui sont à ce niveau-là. Alors, le rebond du dollar américain est-il un souci? Alors déjà, ce rebond du dollar américain est en grande partie lié à cette résilience de l'économie américaine, qui est en divergence complète avec ce qu'on observe au sein de la zone euro. Moi, je vous rappelle mon scénario de fond, je vais être précis sur le plan technique. Mon scénario de fond, c'est cette structure en ABC. Maintenant, je ne sais pas, il y a deux hypothèses. Je ne sais pas si la vague B est terminée, ou si nous avons déjà commencé la C, sachant que la B se construit en 3 temps. Alors, la première hypothèse pour ce dollar américain, dans tous les cas, moi j'estime que plus tard dans l'année, ce marché finira par casser les 100 points. Ça reste mon scénario d'ici décembre prochain. Je me plante peut-être, écoutez, mais on verra. Donc, alors, l'hypothèse la plus baissière, mais c'est quand même tendu, c'est que la vague B serait terminée. Ici, on aurait eu un 5-3. Et que nous serions dans la vague C, et nous serions en train de faire, ici, la 2 de la C. Vague 1 de la C, la 2 qui peut retracer grand maximum jusqu'à 61,8, 78,6. Vu la force de la reprise, je commence à moyennement y croire. Hein, d'autant plus que si vous regardez par exemple le système Ishimoku, on entre dans le nuage, j'y crois pas trop. Alors il y a un scénario qui est plus conservateur, qui est beaucoup plus neutre, qui consiste à dire que le marché est toujours en train de construire la vague B, elle-même en 3 temps, et nous aurions fait la A de la B de la B, et nous serions dans la C de la B. Et dans ces cas-là, le marché, voilà, ici, une structure en 3 temps, et nous serions en train de construire la dernière partie de la vague B qui peut nous ramener jusqu'à ces niveaux-là. Et dans ces cas-là, ce qui donne encore du potentiel au dollar américain. Je dirais que là, dans l'immédiat, le marché est vraiment revenu chercher une zone importante. J'ai défini cet intervalle de neutralité entre les 100,8 et les 104,70, 105 points, qui sont vraiment des niveaux de décrochage. Ici, alors ce fut un niveau de réintégration. En bas, les 100, 101.8, vous voyez, c'est ce niveau. C'est toute cette base, en fait, que le marché a réussi à tenir. Et là, on le voit bien ici en mensuel, le niveau des 104,70, 105, où fut le retournement baissier de novembre dernier. Et donc là, dans l'immédiat, le marché va arriver à tester cette zone-là, et je pense que là, on aura la réponse. Donc effectivement, il y a une reprise du dollar américain,
Mais au final, l'incertitude, il y a une incertitude extrêmement forte quant à savoir qui de la Fed ou de la BCE pivotera en premier. Moi, je reste persuadé que même si l'économie américaine est plus résiliente, même si le risque inflationniste de reprise de l'inflation existe là-bas, ben ça j'y crois pas, mais bon. On n'a jamais vu dans l'histoire la BCE prendre une initiative sur la Fed. La BCE, c'est un petit chien-chien face à la Fed. Voilà, c'est pas plus que ça. Donc, ça, moi, je pense qu'à la fin, in fine, c'est le dollar qui s'en reprendra une. Mais c'est pas l'eurodoll qui a à s'envoler non plus, je sais pas combien. Moi, j'ai toujours vu une vue neutre entre 1,05 et 1,15. Bon, en tout cas, là, on arrive, on teste un seuil important pour savoir. Mais au final, c'est Ishimoku qui a raison. Ishimoku nous dit quoi? On est dans le nuage hebdo. Bah, c'est neutre. On va faire un gros pâté là-dedans. On va continuer de faire un gros pâté là-dedans. En tout cas, là, on est dans un momentum de reprise. Et on teste ce seuil. Donc déjà, si on le franchit ou s'il y a un rejet, nous en serons davantage. Ok, alors, bon, pour Bitcoin, on va parler crypto un peu quand même. L'hémorragie Grayscale s'arrête. Alors ça, c'est intéressant. Sur ce site d'une.com, c'est très clair. Vous avez ici donc les inflows. Alors sous zéro, c'est des sorties de capitaux. Au-dessus de zéro, c'est des entrées de capitaux. Avec tous les ETF Bitcoin Spot. Et en fait, on voit bien que toute la première phase de consolidation, c'est quand les outflows chez Grayscale, en violet, c'est quand les outflows chez Grayscale, en violet, ici, étaient supérieurs aux inflows ici sur l'ensemble des autres ETF. Donc ça, c'est une première chose importante à suivre. Et donc là, effectivement, ce qu'on remarque, c'est que l'hémorragie s'est en partie arrêtée. Bon, ça, c'est quand même intéressant. Alors maintenant, sur le plan technique, il n'y a pas eu d'évolution majeure. C'était la question que je posais la semaine dernière. Est-ce que la vague 4 est terminée? Pour cela, il faut dépasser une résistance. Mais il faut dépasser la bonne résistance pour en avoir la confirmation. Et là, j'accorde moi ma confiance au système Ishimoku. La capitalisation boursière totale, le marché n'a pas dépassé la Kijun, n'est pas sorti par le haut du nuage. Et donc, ne s'est pas encore relancé. Si vous prenez le contrat futur BTC, c'est exactement le même débat. Donc, on est toujours dans le même débat, de savoir est-ce que le marché est en train de construire une vague 4 en flat ou est-ce que le marché nous prépare le traditionnel zigzag. Bon. Alors, il y a eu une reprise après avoir comblé le gap, c'est très bien. Le marché s'accroche à des supports. Tenir un support, c'est bien. Franchir une résistance, c'est mieux. Là, de la même façon, l'Ishimoku journalier nous donne une compression hyper intéressante à suivre, qui consiste en cet intervalle entre la Kijun et la Tenkan et le nuage. Donc voilà, les bornes sont données, hein. Les bornes sont ici. Il faut quitter cet intervalle pour en savoir davantage. Et vous savez, avec le rebond des taux obligataires, c'est déjà intéressant le fait que Bitcoin ait tenu cette zone. Il a tenu. Mais là aussi, il faut faire sauter la résistance des 44 000 $ pour envisager la fin de cette phase de consolidation. Donc pour l'instant, c'est toujours le marché est toujours dans une phase d'attente. En journalier, les bornes sont connues. Ce sont des bornes de chartistes. Voilà, hein, 41,6, 43,5, 44,2. Dans l'immédiat, l'hyper-range, 41,6, 43,5. D'ailleurs, si vous regardez la liquidation heatmap, vous avez l'essentiel des stops des vendeurs, l'essentiel de la liquidité qui est à 43,6. Entre 43,6 et 44, donc ce qui définit bien cette zone ici. Voilà. Si le marché va chercher dans cette zone, il y aura une mèche au moins pour aller chercher 44,2 du fait de l'exécution des stops, ce que le marché n'a pas fait hier. Pour aller au-delà, il va falloir des vrais ordres d'achat. Le risque de baisse sans cassure de cette zone. Voilà, donc voilà, ça c'est pour le cadre intraday qui est bien optimisé, je trouve, par la carte de liquidité. Sans transition, ETH, toujours en position d'attente entre 2160 2540, ça c'est pour le cadre moyen terme. Le marché reste en tendance haussière tant qu'il tient ses 2160 $ soutenus par Kijun Sen ici du système Ishimoku en données hebdomadaires. Et alors voilà, donc en journalier, on a cette structure entre 2160 et 2400 $. 2400 $, c'est exactement la traduction des 44 000, 44 500 pour le cours du BTC. C'est le niveau à refranchir pour, je dirais, neutraliser le risque d'aller chasser sous les 2160 $. Du côté de ETH, BTC, alors j'apprécie le fait... Alors, ok, très bien, il y a eu un premier pump.
Moi, j'avais la conviction que ça déroulerait davantage, ça n'a pas été le cas, très bien. J'estime toujours que nous sommes ici dans une phase d'accumulation. Et BTC garde pour le moment le lead. En journalier, le marché a retracé 61,8 de cette première impulsion. Voilà. Si on casse le 61,8, on reviendra à la base. Mais pour l'instant, c'est intéressant de voir que un petit range se construit ici entre ces deux ratios de retracement. Et il faudrait au moins redépasser le 50 pour arriver à faire quelque chose, redépasser la MM 50 jours. Mais effectivement, pour l'instant, ce barrage, ça ne change pas pour moi la big picture. Par contre, voilà. Mais finalement, plus on passe de temps ici, plus on accumule, mieux ce sera. Bon, bref, là aussi, c'est en stand-by. Sur le BNB USD, ma vue de marché reste la même. Je pense que le marché construit une vague 4, une structure descendante en biseau descendant, dont il finira par s'extraire par le haut, sachant que l'enjeu, c'est de franchir le bouchon des 350 sur le BNB USD. Le BNB BTC est toujours tout en bas. Il essaye de faire quelque chose. J'aime bien la structure que prennent ici les moyennes mobiles. J'aime bien ici cette première impulsion, la première réaction. Le marché ici temporise. Vous notez en Ichimoku, j'aimais bien le fait qu'il fut longtemps guidé par le nuage, longtemps couvert par le nuage, et là, il tente d'être à nouveau guidé par le nuage. Donc on a ici une zone support à ne pas casser pour ne pas neutraliser ce que le marché tente de faire ici depuis un certain temps. C'est aussi quelque chose que vous pouvez croiser avec l'action Coinbase. Alors l'action Coinbase, elle qui continue de retracer parce qu'il y a une déception. Alors il y a un certain nombre de sujets, elle a été downgradée, il y a aussi une déception sur globalement l'attrait pour les nouveaux ETF Bitcoin Spot. Il y a un niveau très important à suivre qui sera celui-ci sur Coinbase. Alors après, il y a un cycle relatif entre Coinbase et Binance. Est-ce que le BNB USD peut profiter de cette prise de profit qui pour moi n'est que provisoire sur Coinbase? Bon, à voir. Ça, le débat est ouvert. Et enfin, je termine sur PITUSD. PITUSD, écoutez, PITUSD, c'est très récent. Ok, c'est très simple. Le marché a rejoint une résistance. Lorsqu'on est face comme ça à peu d'historique de cours, il faut faire simple, il faut prendre les cours de clôture. Alors ici, je zoome sur les bougies japonaises en données journalières. Vous avez donc un cycle haussier qui s'est terminé, qui est revenu chercher le point haut ici de ses premières cotations en novembre dernier. Observez bien toutes ces mèches. Toutes ces mèches, elles ne sont pas construites au milieu de nulle part. C'est exactement le plus haut cours de clôture. Regardez ici. Là, je suis allé chercher le plus haut cours de clôture en journalier. On est en dessous. Donc le marché rentre dans une phase de pause. Après avoir donc rejoint cette résistance. Je pense qu'on entre dans une phase de retracement, il y a la place. Alors, voilà, est-ce qu'on va retracer, est-ce qu'on va tenir cette trendline qui est maintenant à une certaine existence, ou est-ce qu'on va retracer davantage? Mon scénario, c'est que le marché ici va construire peut-être une position de starting block pour tenter quelque chose. En tout cas, voilà, on a ici des niveaux de support à ne pas casser, une trendline à tenir, pour éviter de revenir à la case départ. Bon, j'y crois moyen, mais je pense qu'on prépare plutôt quelque chose comme ça. Il faut laisser le momentum se dégonfler, laisser le temps au temps, au moins construire ça, et à un moment ou à un autre, le signal sera donné par une clôture au-dessus. Ici, il y a eu 4 tentatives. Systématiquement, la clôture s'est faite en dessous. Ça fera comme Caspa à l'époque, comme Cass, hein, où il y avait eu plusieurs tentatives, et un jour, il y a une clôture, ça part. Donc voilà, là, c'est le même principe. Il faut attendre ce type de signaux. Et voilà, chers amis, ainsi s'achève le Cryptos Technical Briefing. Merci à toutes et à tous, et passez une super semaine.